Si un jour j'arrive à aller sur le Dakar, par exemple les JO, ça m'a fait perdre 300 000 euros. Passé à 25 ans, je pense qu'il y a un très peu de pourcentage de personnes qui ont déjà une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Voix Haute dans lequel on va retrouver Stéphane. Comment tu vas Stéphane aujourd'hui ? Je vais très bien, je vous remercie pour l'invitation. Avec grand plaisir, donc aujourd'hui on va un petit peu retracer ta vie jusqu'à arriver au jour où tu as ouvert MC Box Event qui est ton entreprise aujourd'hui. Donc on va commencer par parler de ton enfance. Je laisse Alexandre commencer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, tu es né en 1973 à Sablé-sur-Sarthe. Élevé dans une ferme familiale à Auvers-le-Hamon, tu décides très vite de te tourner vers le sport. Parle-nous plus de cette envie. C'est-à-dire que comme mes parents étaient séparés, j'ai découvert l'océan grâce à ma maman qui habitait Bas-sur-Mer en Loire-Atlantique. Et j'allais sur une plage, il y avait des vagues et voilà, la passion de la glisse est arrivée comme ça. C'est une chance. Tu as fait du cheval aussi ? J'ai fait avant ça du cheval ça, parce que je suis né dans la Sarthe, donc il fallait bien trouver des occupations. Et j'aimais beaucoup l'équitation et je me destinais à faire ce métier en fait. J'ai fait des courses en tant que jockey et j'ai commencé un apprentissage dans le trot chez un éleveur qui avait des chevaux de course très forts puisqu'il a gagné plusieurs fois le Grand Prix d'Amérique. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas mon milieu. Donc, grâce au surf, j'ai pu passer dans un autre milieu. D'accord. Et du coup, avec tout ça, à l'école, tu étais quel genre d'élève ? Eh bien, évidemment, j'étais un mauvais élève. J'aimais pas l'école. Pas du tout ? Non, pas du tout. Ça a été, mon parcours scolaire a été très compliqué. Ok. C'est pas un exemple pour les. On va pas en parler parce que c'est pas très intéressant. Ok. Et tu as grandi avec quelles valeurs du coup ? Alors j'ai grandi avec des belles valeurs familiales. Déjà, moi venant du monde agricole, j'ai été élevé dans la ferme avec ma grand-mère, donc le respect. Et puis après. Ma maman était commerçante, donc voilà, tout ça a fait que les valeurs, c'est respect, honnêteté, courage. Voilà, c'est tout ce qui a fait que mon parcours professionnel s'est déroulé comme on va peut-être l'aborder. Oui, on va l'aborder juste après. Et tu disais qu'à la base, tu voulais travailler dans le monde hippique, du coup. Tu te voyais là. Est-ce que tu te voyais à un autre endroit, finalement ? Une autre voie professionnelle à part celle-là ? Non. C'était que celle-là ? Non, même celle-là, c'était pas... C'était une voie de secours, en fait, une voie de garage. Moi, mon rêve, c'était d'être une personne sympathique et avec une belle vie. C'était ça, mon rêve. Ok, super intéressant. Et pour toi, c'est quoi une belle vie, du coup ? Eh bien, une belle vie, alors, je suis né dans la Sarthe, hein, donc une belle vie, c'était pas un niveau d'exigence extrême. Non, c'était avoir les moyens de vivre de mes passions, d'être mon rêve quand j'étais gamin, c'était d'être un mec cool en fait. Voilà. Super. Et j'ai atteint mon rêve. Hein. C'est parfait, c'est super bien. Mais il n'était pas non plus, tu vois, c'était pas un rêve inaccessible. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses que la discipline du sport t'a aidé à devenir entrepreneur ? Non, je ne crois pas. Parce que tous les sports que j'ai pratiqués, c'était des sports individuels. C'est des sports individuels et c'était du plaisir et il n'y avait pas, j'avais pas de règles à suivre. Je ne pense pas que ce que j'ai vécu au sport a fait que j'ai eu des méthodes de travail derrière. Je ne pense pas que ce soit ça. D'accord. Je pense que c'est plutôt les personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mon parcours qui m'ont donné cette discipline, dont un On va en parler après. dont on va parler après. Voilà. On va parler un peu plus
T'as envie de lui. Tu penses que certaines personnes peuvent devenir entrepreneurs grâce au sport, à force d'y aller régulièrement, de faire du sport en équipe? Je pense que le sport peut déboucher sur du professionnel. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, quand on a une envie, on peut y arriver. Voilà. Si on est professionnel et sérieux, je pense que tout est accessible. C'est pas faux. Donc après des vacances d'été à Basse-sur-Mer, tu découvres la glisse et tu prends ta première licence de surf. Oui. Donc d'où t'es venue l'envie de te plonger dans ce sport? Eh bien, il y avait une plage pas loin d'où j'habitais. J'allais tout le temps sur cette plage. Il y avait des vagues. J'ai découvert les premières glisses avec le bodyboard. Ça m'a intéressé. Le bodyboard et le skate, ça m'a intéressé. Il y avait un club de surf. J'ai pris ma licence et ça m'a amené sur le surf. Le club de surf, le Malikoba Surf Club, c'était un club de surf de dingue avec, c'était des années incroyables. Et c'est ça qui m'a fait aussi découvrir les Landes et le Pays Basque parce qu'on faisait des compétitions. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai quel âge découvert à ce moment-là? J'avais 16-17. Ouais. 17 Ouais, ans. ouais. Ok. Et tu partais tout seul dans le Pays Basque ou dans les Landes pour Avec le pour club? surfer? Avec le club. Avec le club, il y avait des mecs qui étaient plus âgés que moi et on était en voiture. Hein. C'était la découverte de la vie, quoi. Ah oui, c'est sûr. De Il y en la a vie d'adulte autonome, quoi. Il y en a que tu contactes encore aujourd'hui? Ouais, il y en a qui... Ben, c'est marrant parce que il y en a plein qui m'ont suivi, en fait. Ouais, on est 4-5 à habiter dans les Landes maintenant. Ouais. Et c'est très large. Donc il y a Romuald, par exemple, champion d'Europe de skimboard, Romuald Jeannot. Lui, il est rentré chez Quicksilver. Hein, il a été rider. Il est vendeur dans le board rider d'Ossegor. Par exemple, il y a un Jean Limpuren qui est devenu directeur chez Decathlon et qui, en septembre, va prendre la direction de tout le pôle glisse Decathlon. J'ai un copain qui est pizzaiolo, j'ai un copain qui est à Hossegor qui est coiffeur. Tous les secteurs. Voilà, tous les secteurs. Voilà, comme quoi le surf mène à tout. À tout. Ouais. Donc par la suite, tu décides de t'orienter vers le monde de la glisse et de stopper tes apprentissages dans le monde hippique. Donc pourquoi cette décision, etc. Parce que le monde hippique ne correspond pas à mes valeurs, en fait. C'est un milieu difficile. Moi, je monte hyper bien. L'entraîneur pour lequel je travaille, il est hyper confiant. Il a beaucoup d'espoir en moi, mais très vite, je comprends que j'ai mieux à faire à autre part. Je connais la plage, je connais la glisse. J'ai plutôt envie d'aller vers la glisse. Et Voilà. ça t'arrive d'en faire aujourd'hui encore? Du cheval, à Du chaque cheval. fois que je pars en voyage, Oui. c'est-à-dire tous les ans, dans plein de pays, je fais toujours une sortie équestre. Ouais. Super. Avec ma compagne, mes enfants. Ouais. Et tes enfants font aussi du cheval, du coup? Ouais. Ils sont dans ce monde-là? Non, la glisse ils aiment bien l'animal et ils aiment bien monter, voilà, tranquillement, mais ils font pas ça, non. D'accord. Pas ça c'est pas leur sport de tous les jours, non. Non, c'est plutôt surf, skate, boxe, Boxe? comme aussi? papa. Voilà. D'accord. Et on a pu voir aussi donc, que tu avais découvert plusieurs régions, mais qu'au final, tu avais choisi le Pays Basque comme lieu de vie. Pourquoi Non, ce choix? les Landes. Les Landes, oui, d'ailleurs. Les Landes, d'accord. Oui, Osgorland. Donc non, moi, Oui, c'est Pays vrai. Basque, non, je suis désolé, il y a des Basques ici. Et pourquoi Mais les non, Landes? mais les Landes parce que je suis arrivé à Hossegor et que c'est pas la ville, c'était un petit village. Bon, ça a changé évidemment en 30 ans, mais et puis surtout j'ai trouvé un travail à l'année qui a fait commencer ma carrière professionnelle là-bas, donc je me suis installé là-bas. Mais bon, c'est le meilleur endroit, Hossegor, les Landes, c'est le meilleur endroit pour vivre. En France ou dans le monde? Pour moi, dans le monde, parce que j'ai fait plein de voyages, plusieurs fois je me suis posé la question, est-ce que je m'installe pas là, parce que c'est chouette, mais en fait non, je reviens toujours à mon point de départ, et plus le temps passe, et plus je me dis que je ne pourrais pas vivre autre part. Et est-ce que ta famille t'a rejoint dans les Landes, du coup?
Oui. Tout le monde Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Ma maman m'a rejoint, oui. Et enfin, ouais, elle est venue s'installer dans les Landes. Mon frère a fait un passage aussi, mais il est reparti en Bretagne. Voilà. Les parents de ma compagne aussi sont venus habiter dans les Landes, hein. Ouais, c'est... oui, c'est Elle est pas d'ici une non belle plus, à la qualité de vie quand même, hein. Après, la difficulté, elle va être dans plutôt professionnel. C'est pas toujours évident de trouver un travail à l'année à Hossegor. Mais moi, j'ai réussi. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de skimboard. Ouais. Comment tu as découvert ça? Comment tu es tombé dessus? Le skimboard, un club de surf à la Baule, à Valentin. Il n'y a pas des vagues tout le temps. Donc, pour pallier au manque de vagues, nous, on faisait du skim et on était bien en avance sur ce sport. On shapait nos boards en résine et il y avait un très bon niveau au niveau de la Coupe de France dans le club. Et Romuald, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était champion de France, champion d'Europe. C'était une star du skimboard. D'accord. Donc nous, on avait un mentor qui nous montrait la voie. Donc on essayait mais on n'a jamais réussi à suivre son niveau. Mais en tout cas, on pratiquait vachement. Et c'est des compètes de skimboard qu'on est venu faire ici. D'accord. Et il avait un très gros niveau, du coup, champion il était hyper dans tout ce qui est glisse, il assure grave. Après, il a été snowboarder chez Quick, il skate, il surfe, voilà, c'est un super sportif. On se rend compte que tu passes très tôt d'un univers à l'autre. Tu te laissais porter ou tu avais une vision claire de ton parcours? Non, c'est des opportunités. Des opportunités? J'avais aucune vision. Je sais pas si à 25 ans, je pense qu'il y a un très peu de pourcentage de personnes qui ont déjà une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Et moi, c'était encore pire parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que je pouvais faire. Donc, je me suis laissé porter et j'ai saisi des opportunités. On va parler du coup de la suite de ta vie, enfin une autre étape de ta vie où tu obtiens ton BEP et ton bac professionnel, commerce et service. Ouais. Donc, malgré ton parcours scolaire du coup que tu disais tout à l'heure, tu arrives quand même à ce niveau-là et tu décides ensuite de faire une saison d'hiver à la Clusa. Pourquoi une saison d'hiver? Pourquoi ta première saison d'hiver dans cette station-là? Alors, une saison d'hiver parce que moi, je suis déjà fan des sports de glisse. L'été à la mer et puis l'hiver à la montagne. Ça fait déjà quelques années que je snowboard, donc vraiment mon objectif, si on pouvait parler d'objectif tout à l'heure, c'est de rider, quoi. Surfer ou snowboarder, c'est vraiment ça. À ce ma moment-là, priorité. ton état d'esprit, c'est voilà, profiter, se faire plaisir. Donc, je suis vendeur, j'ai la passion de la montagne, donc je décide de partir faire ma première saison. Pourquoi la Clusa? C'est parce que je pars à un mauvais moment faire des recherches de travail. Et je tourne dans toute la Savoie, la Haute-Savoie. Tout est fermé puisque je suis en septembre-octobre. Et voilà, je passe à la Clusa. Et là, il y a un magasin d'ouvert. Donc, je rentre dedans. Et comme ils ne doivent pas voir beaucoup de personnes passer à ce moment-là, il y a une belle accroche avec la vendeuse qui fait venir la patronne, qui est Yvette Perilla, la sœur du champion olympique Guy Perilla. Et elle cherche un vendeur skiman. Je suis vendeur et je lui dis moi je peux vendre, mais formez-moi en tant que skiman. Et voilà, ça part comme ça. Et ensuite à Hossegor, du coup, pour la saison d'été. Et voilà, j'arrive, je pars l'été faire mes saisons d'été à Hossegor, mais là, c'est dur de trouver du travail à l'époque, il y a 30 ans, à Hossegor. En été, c'est pas facile, et c'est pas Hossegor qu'on connaît aujourd'hui, c'est un tout petit village, et bon, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Donc je galère les 2 premières années, quoi. Hein, voilà. Donc, je galère, mais du coup, comme j'ai fait une belle saison, à l'époque, on touche le chômage. Ça permet de partir faire un beau voyage avant de rattaquer la saison d'hiver. Donc je fais ça les 2 premières années. Et puis tu parles de ton voyage à Bali? Ça, c'est le premier voyage à Bali. Ouais, c'est mon premier long voyage
C'est la découverte du voyage très loin et d'un pays incroyable, quoi. Et c'est ce qui va me donner envie de parcourir le monde après. Et pourquoi ce choix, du coup, Bali? Bali, parce que c'est la destination surf. Voilà. Oui, ça se tient. C'est- C'était pour apprendre le surf. c'est- Ouais, pour continuer d'apprendre le surf. pour surfer. Pour Parce surfer. que je sais déjà surfer, Oui. j'ai pas À ce besoin moment-là, tu sais déjà d'apprendre. surfer? Je suis pas un sportif, Oui. je suis pas un surfeur de haut niveau, mais je sais surfer tout type de vagues. Parce que Donc t'as quel c'est âge la découverte d'un pays en Asie, quoi. Et t'as quel âge à cette période? J'ai 20 ans. 20 ans? Entre 21 et 23 ans. Ouais, voilà. D'accord. Et t'as d'esprit profiter de la vie. Rien d'autre. Ouais, profiter, découvrir, je me laisse porter, quoi. Voilà. Super. Donc c'est plus la liberté qui t'a attiré ou le mouvement à ce moment-là? Les deux, la liberté, pouvoir faire ce que j'ai envie, déjà, c'est une priorité. Et puis après, faire avec mes moyens. Voilà. Aller au max de ce que je peux faire. Donc, par la suite, tu deviens responsable du surf shop, le Kokabura, qui te permet par la suite de devenir responsable de board rider. Comment... Non. Je deviens responsable de Kokabura. Et Mais c'est le racheté. groupe Board Rider, c'est Quicksilver. Mm. Et moi, je suis pas responsable du groupe Board Rider. Je deviens team manager et responsable marketing D'accord. Ok. pour les lunettes, les combis et les vidéos. Bon, mais du coup, Ok. comment tu arrives à ce poste? Quelle qualification il faut pour ce poste? Je suis vendeur, j'ai une formation de vendeur. Je suis embauché au magasin Kookaburra, donc ce qui est un des premiers surf shops de Segor. C'est vraiment un lieu dingue. Moi, quand j'arrive à Hossegor et que je fais mes premières saisons, je passe devant ce shop, je me dis, ouais, c'est trop bien, j'aimerais trop bosser, mais c'est pas possible en fait, parce qu'il faut être du coin. Mais bon, j'ai une opportunité et au bout de 3 ans, j'arrive à rentrer dans le shop. Je suis pris en tant que manager. Et puis, à la fin de la saison d'été, opportunité, Quicksilver rachète le magasin Kookaburra. Et du coup, je me retrouve manager d'un magasin Quicksilver. Voilà, c'est une chance. Voilà, il faut être là au bon moment, au bon endroit, et c'est ce qui m'est arrivé. Tu penses que toutes ces opportunités, c'est plus de la chance ou du travail? Est-ce que... Il y a une part Un peu des de deux. chance, il y a une part de travail, de volonté. J'ai voulu être là, j'y étais, j'ai fait ce qu'il fallait pour continuer et qu'on me remplace pas. Voilà, c'est un mix de plein de choses en fait. Je pense que quand on veut quelque chose dans la vie et qu'on met toutes les chances de son côté, On y arrive. on y arrive ou en tout cas on se procure des opportunités. Voilà. Après, il faut les saisir, décider d'y aller, de pas y aller. Voilà, ça c'est. Vous savez ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Donc, tu parles du rachat de Kookaburra par Quicksilver. Comment ça se passe, la transition? La transition, le magasin est transformé en Kookaburra, qui est un magasin multimarque, est transformé d'un seul coup en magasin monomarque. Enfin, il y a Quicksilver et Roxy, Oui. et on rentre dans un gros groupement. Il y a tout qui change, la méthodologie, la com. C'est pas la même chose. On est plus drivé, on est moins autonome. Mais l'expérience est intéressante. Ça se fait à un moment où il y a une explosion dans l'industrie de la glisse. Donc, je connais des années... Hossegor, ça explose. Il y a une fréquentation incroyable. Les magasins sont remplis du matin au soir. Les chiffres d'affaires sont dingues. Et puis, ça va continuer à se développer pendant des années, quoi. À ce moment-là, du coup, pendant cette transition suite au rachat, est-ce qu'il y a eu des licenciements, Qu'est-ce qui change exactement? Parce qu'on peut avoir l'exemple de France Télécom qui est devenu Orange, qui a créé plein de licenciements et même des suicides. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé Nous, ça plus s'est bien simple? placé parce que c'est le début. Donc, C'est en le fait, il début. n'y a pas de licenciement, il y a plutôt au fur et à mesure des embauches. Ok, Les donc embauches, encore mieux. tout grossit. On ne fait C'était pas bien marche géré. arrière.
c'est le début. Enfin, c'est des années folles. Donc, bien géré, je vais pas aller jusque-là parce que justement, je pense qu'il y a des choses qui ont été mal gérées. Et mais c'est un peu du bricolage, de la camaraderie, c'est le début d'une aventure, donc l'argent rentre, donc on avance. Mais je pense que s'il y avait eu des choses plus gérées plus professionnellement à ce moment-là, peut-être que l'industrie de la glisse ne serait pas dans la difficulté aujourd'hui. Peut-être. Ah, donc toute l'industrie de la glisse Oui, aurait pu être différente suite à ce rachat, du coup. non, pas à ce Pas suite à ce rachat, rachat. par rapport à ce qui se passe dans Par le rapport à milieu. ok, Ouais, par rapport à ce qui s'est passé ouais, dans le milieu à ce ouais. moment-là. Parce que tout le monde, c'est en même temps, Billabong, Grip Curl, tout ça, ça se passe en même temps. Donc c'est le milieu qui explose à ce moment-là. D'accord. Parce qu'avant ça, le milieu de la glisse, du coup, était un peu moins connu, c'était un peu plus fermé, c'était une niche. Oui, c'était une niche, ouais, c'était une D'accord. niche. Il n'y avait pas de pratiquants, les gens s'habillaient pas en marque, il n'y avait pas d'argent. Au début, l'industrie de la glisse, c'est des surfs, des combis et des board shorts, quoi. Voilà, ça s'arrête là. D'accord. Et c'est à cette même période que tu fais une rencontre inoubliable qui a changé ta vie pour toi. Tu peux nous en parler plus? Tu parlais de Yann Benetrix. Oui, alors Yann Benetrix, c'est pas Yann Benetrix, c'est un personnage incroyable, c'est un grand surfeur, c'est Oui. celui qui a découvert Bellara. Oui. Non, on peut pas dire que Yann m'a apporté des choses professionnellement. Vraiment, Oui, c'est plus à ce moment-là, la personne que je rencontre et qui va changer ma vie, c'est Pierre Agnès. Pierre Agnès aussi. Hein. Oui, bah non, c'est Pierre Agnès, Oui, c'est c'est pas Pierre Yann Agnès, Benetrix. En fait, Pierre Agnès, à l'époque, c'est le directeur de la branche lunettes, wetsuit, vidéo et accessoires de chez Quick. Et c'est lui qui a le magasin de Segor, c'est lui qui m'embauche. Enfin, c'est lui qui me conserve en tant que manager du shop qui lui appartient. Je fais 2 ans dans ce shop et puis j'organise des compètes de skate et j'aime bien organiser des petits événements. Et un jour, il vient me voir et me dit bah écoute, est-ce que tu veux passer au marketing? Donc c'est comme ça que l'histoire du marketing commence. J'organise les premières compètes pour les jeunes, les Gromets Trophy, les photoshootings. Je fais signer des contrats aux riders. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui m'a fait confiance parce que j'arrive de nulle part et bon, je fais ce qu'il faut, je travaille, je suis sérieux, je suis tout le temps à l'heure au travail et donc il dit bah vas-y, je lui laisse sa chance. C'est lui qui a changé ma vie. D'accord. Et c'était, en fait, ça se rapproche de ton secteur d'activité actuel, ce que tu fais à ce moment-là? Ou... Un petit peu, parce petit que peu. j'aime bien organiser des événements. Oui, c'est grâce à... Enfin, c'est peut-être pas grâce à ça, mais c'est à l'aide de ça que tu as acquis des compétences pour ouvrir Ouais, ton entreprise par la suite. tout ce que j'ai fait dans ma vie m'ont Cool, amené là, à ce que je suis aujourd'hui, en fait. Chaque expérience a été mis dans la balance pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, tout à fait. Ouais. Et donc après ça, suite à un voyage en Australie, tu deviens manager du bar-restaurant Le Rock Food. Rien à voir avec ton emploi précédent, pourquoi? Alors, je fais quand même quelques années chez Quicksilver. Donc là, c'est des années folles, parce que c'est l'explosion des lunettes et des masques. Donc, je voyage à travers le monde, je gère des riders de malades, hein, Tom Carroll, Gary Elcarton, Kelly Slater, des skaters de fous, des surfeurs de fous. Donc ça, c'est une expérience incroyable et inoubliable pour moi. Je suis vraiment là aux meilleures années, mais je me rends compte que je suis limité parce que je parle pas bien anglais. Donc je décide de partir en Australie. Je demande à Pierre de me laisser partir. Voilà, donc il l'accepte. Je pars pendant 2 ans en Australie pour aller surfer. Je fais que ça, que surfer. je fais bien la fête. Je profite de l'Australie et du surf. Et puis à un moment, j'ai plus d'argent, je dois revenir. Et donc là, je connais Roland, qui est le patron du Rock Food et qui me propose de tenir le Rock Food. Donc j'accepte de revenir en France et je me retrouve manager du World Surfing Bar. C'est le bar surf le plus connu au monde par tous les surfeurs. Voilà. Ok. Et donc à la suite de ça, il y a eu un second changement, le cinéma. Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là?
Et puis l'aventure, l'opportunité. Je fais 2 saisons Rock Food, mais voilà, pareil, je comprends que je peux pas continuer là-dedans, que ça va pas m'apporter grand-chose. Puis un jour, il y a un réalisateur qui rentre dans le Rock Food, on parle, notre discussion dure des heures, et il me propose de le suivre dans l'aventure parce il va tourner un film sur l'histoire, c'est l'histoire d'un surfeur. Donc je saisis ma chance et je le suis. Mais dans l'aventure toujours. Ouais, parce que l'expérience, elle est hyper intéressante. Il va me demander de bosser sur les castings, il va me demander de bosser sur les costumes, il va me demander d'être conseiller surf sur toutes les scènes de surf. Je vais avoir un petit rôle. Je vais devoir faire le montage après des images surf pour rester cohérent avec l'industrie de l'Agnis. Et puis après, je vais faire les avant-premières de ce film. Bref, ça va durer... l'histoire cinéma va durer 1 an et demi. Voilà. Mais il aurait fallu, pour que je continue dans ce milieu, aller à Paris. Et c'était pas possible. Pas de surf. Voilà. Il n'y a pas de surf à Donc, Paris, il n'y a pas de vague. voilà, donc j'ai dit, ça me plaît, mais je préfère pas aller à Paris. Et donc à ce moment-là, tu as quel âge du coup? Je dois avoir 32 ans, 33 ans. D'accord. Ouais, voilà, à peu près, ouais, on doit être par là. Et donc, un peu après ça, dis-moi si je me trompe, en 2008, tu crées MC Box Event. Non. Après Autre chose, ça, donc je me rends compte que je vais pas continuer dans le cinéma, donc j'ai l'opportunité, une fois de plus, de me retrouver dans la vente. J'ai Michel Gamet, qui est un Marseillais, qui cherche quelqu'un pour gérer le magasin Volcom à Hossegor. Donc je sais gérer des shops, donc il me dit vas-y. J'arrive au début de l'histoire Volcom, c'est le début du gros carton. Donc là aussi c'est des années dingues. Dans le shop on fait c'est du Volcom à fond, des concerts, des barbecues, des apéros tous les soirs, des fringues qui cartonnent, donc facile à la vente. Il a 2 autres shops qui me donnent à la gestion, donc je gère 2 core zones, un Volcom, et ça dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'en ai un peu marre. Donc c'est à ce moment-là que Roland, que j'ai rencontré au Rock Food, pour qui j'ai travaillé, vient me voir et me dit moi j'ai une enveloppe d'un de mes clients pour faire son événementiel. Est-ce que tu veux t'en occuper? C'est la marque Foster. Oui, c'est Donc, des bières. c'est des bières. C'est ça. Donc voilà, l'histoire MC Box, elle commence comme ça. On crée la boîte. MC Box, c'est Marteau et Calodi, c'est nos noms de famille. Un peu comme vous, comme votre boîte. Et d'ailleurs, t'as peut-être pompé sur mon truc, Non, Grégory. C'était pas l'idée. Non, je rigole. Et voilà, l'histoire, elle part comme ça. Elle part comme ça, et donc Ouais. tu es pas tout seul sur MC Box Event. J'ai un associé, mais Un associé. je suis tout seul. Ok, c'est moi qui fais le job. Un associé passif, on va dire. Ouais, c'est ça exactement. C'est lui qui m'a amené mon premier client. Par la suite, il va pas beaucoup m'aider. Mais il m'a énormément aidé parce qu'il m'a donné l'opportunité de créer la boîte. Mais il va pas m'aider dans l'opérationnel. Donc, ça va durer quelques années. Puis après, je veux lui racheter ses parts pour après faire l'aventure tout seul. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, quelles sont tes envies, les projets avec cette entreprise? Qu'est-ce que... C'est comme c'est ma vie en fait. Il n'y a pas pareil. il y a pas de projet particulier. C'est je saisis une opportunité, je le fais et je vais voir ce qui va se passer derrière. C'est comme ça que ça se passe. Quand je crée la boîte, si je me dis une chose, si un jour j'arrive à aller sur le Dakar, j'aurai réussi. Ah, c'était un vrai objectif. D'accord. C'est un objectif, C'est un mais objectif dans lequel énorme. je ne croyais pas. Oui. C'était, voilà, je crée une boîte d'événementiel. Tiens, quelle serait la finalité? Aller bosser sur le Dakar, ce serait énorme. Voilà. Puis les années font que je vais y arriver en fait. Ouais, on va en parler un petit peu plus juste après. Et donc, l'entreprise se développe petit à petit. Oui, année Comment après ça se année. passe? En fait, année après année, tu vas sur des événements, tu fais bien le job, il y a des gens qui te voient,
Et puis, j'ai jamais fait de démarche commerciale. Jamais. D'accord. Du bouche à oreille, principalement. Bouche à oreille, mais surtout des gens qui voient ce que tu fais et qui n'entendent jamais parler de toi en mal. Donc, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais perdu un client. J'en ai toujours gagné. Et année après année, j'ai avancé. Et on va dire que ça fait 18 ans. Tous les ans, j'ai réussi à prendre 100 000 € de nouveaux clients. C'est à peu près l'évolution. Voilà. Ça reste assez périn, du coup, depuis 2008. Il n'y a jamais eu de gros rush. Ça a toujours été une évolution stable. Et c'est ce qui fait que j'ai pu me mettre en place tout ça. Et est-ce que les premières années, du coup, c'était déjà rentable ou ça a mis du temps à être rentable? Ah non, ça a mis énormément de temps à être rentable. Ouais. Et même aujourd'hui, si je fais une mauvaise année, je fais pas des mauvaises années, mais il peut y avoir une mauvaise année mal gérée avec des oublis de facturation, parce qu'on a énormément de choses à facturer. Oui. Des oublis de facturation ou des mauvais devis ou alors des aléas, Covid par exemple, ou les JO. Eh bien, il y a une perte d'argent. Voilà. Les JO, pourquoi ? Parce que pendant qu'il y a eu les JO, pendant un mois, j'ai perdu tous mes événements de l'année d'avant. Ou alors, ils ont été mis avant ou après les JO. Et donc, quand on a réalisé ces événements, j'ai dû embaucher. Et donc, j'ai perdu de la rentabilité. Par exemple, les JO, ça m'a fait perdre 300 000 €. Ah oui, quand même. Ouais. Et dans une boîte d'événementiel, du coup, je suppose qu'il y a quand même un gros chiffre d'affaires, non ? 18 ans, 100 000 € tous les ans. Fais ton calcul. On a 1,8 million, quoi. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Non. C'est beau. Donc, tu parles de bras droit, bras gauche. Beaucoup de loyauté et de confiance. Est-ce que tu t'es déjà trompé sur des personnes qui t'ont déçu, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Qui m'ont déçu dans le sens où l'événementiel, c'est un milieu qui est vraiment difficile. Mmh. Et j'ai plusieurs fois misé sur des jeunes qui faisaient le job hyper bien, mais qui, au bout de 1-2 ans, me disaient non, c'est trop dur, je m'en vais. Donc, c'est surtout ça qui m'a déçu, mais en même temps, c'est la vie, et peut-être que j'aurais fait la même chose. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Et aujourd'hui, tu as encore des gens que tu considères comme bras droit Bah oui, complètement. Chez MC Box, j'ai Mathieu Zara, qui est mon bras droit, qui est directeur des opérations. Et j'ai Hélène Timothée, qui est mon bras gauche, et qui, elle, s'occupe de tout. C'est la DAF, elle s'occupe de tout l'administratif et le financier. Donc, ces 2 personnes gèrent la société. Je ne pourrais pas être là. La société, elle tournerait sans moi grâce à eux 2. D'accord. Et qu'est-ce que tu apportes à la société, du coup, aujourd'hui ? Le fait que je sois connu aujourd'hui, après toutes ces années, fait que les gens connaissent la boîte et c'est plus facile de ramener des nouveaux clients. C'est surtout ça. Moi, après, j'ai mis ma base, ma façon de travailler. Et aujourd'hui, elle est respectée. Ok. Donc, par la suite, donc, comme tu as parlé tout à l'heure, ton rêve était d'intégrer le Dakar. Tu l'intègres. Comment tu fais ça ? Comment tu arrives à l'intégrer ? Alors, je l'intègre parce que je réussis à avoir comme client ASO, qui est Amaury Sport Organisation, donc le journal L'Équipe. Donc, ils font appel à moi pour gérer la ligne de départ du marathon de Paris, ou gérer la logistique de l'Open de France féminin ou masculin. À l'époque, il y a les Mud Day, donc je fais la logistique sur les Mud Day. Et puis, je sais qu'ils font le Dakar, mais j'arrive pas à rentrer sur cette opération. Tout ce que j'arrive à faire les premières années, c'est aller charger les véhicules à Dunkerque sur les bateaux. Donc, je fais la logistique du chargement des voitures, mais ils me disent non, tu rentres pas parce que les places sont très chères. Et puis, un jour, j'ai l'opportunité de rentrer.
il y a 6 ans, quand le Dakar passe de l'Amérique centrale vers l'Arabie Saoudite. Là, il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec le fait que c'est en Arabie Saoudite. Donc, ils laissent leur place. Moi, je saisis l'opportunité. Donc, j'y vais, quoi. Et donc, j'ai eu 3 postes différents. La première année, je m'occupe de la logistique du bivouac. Les 4 années d'après, je m'occupe de donner les départs. C'est moi qui donne le départ tous les matins à tous les pilotes. Je suis sous l'arche de départ et je donne le départ des motos, des voitures, des camions tous les matins. Donc c'est une aventure de fou, quoi. J'ai les pilotes Loeb, Sens, Peter Hansen, ils sont tous devant moi et le petit clin d'œil chaque matin parce qu'ils me voient tous les matins donner le départ. Et l'année dernière, j'ai eu un nouveau poste. J'ai demandé à passer en Charlie. Je suis en pick-up avec un binôme et l'organe nous donne un point GPS pour le lendemain. On doit aller à ce point GPS dans le désert et réaliser une mission. Donc ça, c'est une nouvelle aventure pendant 3 semaines en autonomie complète dans un pick-up avec la tente, le réchaud. Pas beaucoup de douches, mais on arrive dans des endroits de fou, il n'y a personne. Et là, on fait ou du contrôle, ou de la neutralisation, ou on redonne un départ, ou on organise un petit bivouac. Enfin bon, voilà, c'est trop bien. C'est quelque chose d'assez magique, du coup. Ouais. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Et surtout que c'était, du coup, on va dire ton objectif finalement que tu t'étais fixé avec l'entreprise. Ouais. Sans m'en rendre compte, j'y suis arrivé. Oui. Sans m'en rendre compte. Et puis même... la première année ou la deuxième année où je suis au Dakar, je me rappelle pas que je m'étais dit ça, quoi. Ah oui. Et puis, ça revient après. Et je me dis, moi, j'y suis, en fait. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te fixes un autre objectif plus grand ? Est-ce que tu te dis que tu vas continuer comme ça ? Tu as envie de faire perdurer l'association avec le Dakar ? Le Dakar, je vais le continuer. Ouais, je re-signe parce que c'est vraiment... on part un mois en Arabie Saoudite. C'est vraiment pour moi une coupure. C'est pour moi... Il y a 2 événements ou 3 événements dingues sur lesquels je participe. C'est le Pro France, compète de surf, qui est pour moi un événement de dingue. Le Dakar... Et puis on a fait beaucoup de fois le Grand Prix de Monaco, qui est un événement dingue aussi. Voilà. Mais le Dakar, je le continue. Aujourd'hui, moi, je fais plus beaucoup d'événements, mais le Dakar, je le garde. Oui. Principalement celui-là. Oui. Ouais, celui-ci, j'y vais. Ouais. En 2020, tu décides d'ouvrir un restaurant, la Guinguette de Josse, et avant la base nautique sur la Marquaise. Pourquoi partir vers un restaurant par rapport à ton passé au Rock Food Non, pas du tout. C'est pareil, c'est des opportunités. Avec MC Box, on fait du tourisme d'affaires. Donc, quand on fait du tourisme d'affaires, il faut avoir des prestations à proposer à ses clients. Donc, moi, j'ai l'opportunité de reprendre une base nautique sur le lac d'Hossegor, qui s'appelle Hossegor Lake Paddle, que je crée. En fait, c'était des pédalos, mais moi, je le transforme avec ma compagne. Donc, il y a des stand-up, il y a des pirogues hawaïennes, il y a des canoës canadiens. Donc, ça cartonne. Donc, je me dis, ça marche côté mer, donc je veux proposer une prestation côté terre. J'ai l'opportunité de racheter une base nautique sur l'Adour, une petite base qui tourne avec des bateaux électriques, des canoës, des vélos. Je la rachète. Derrière cette base nautique, il y a une vieille ferme. Je me dis, je veux proposer des sandwichs pour mes clients. Je rachète la vieille ferme, je fais ce petit truc, mais qui en fait, je me fais dépasser par les événements, j'ai une demande de dingue et du tissu local, donc je le transforme en resto. Je me retrouve restaurateur, la guinguette elle marche, on fait 200 couverts par jour. Tu le sais, non ? Hein, oui. Tu as fait une saison là-bas. Donc c'était le début en plus, je crois que c'était la première ou deuxième année. Deuxième année, je pense. Ouais. C'était la deuxième année. Ouais. Donc, en fait, voilà, on se fait éclater. C'est sorti Covid, donc c'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, une aventure de plus. Aujourd'hui, je l'ai vendue. J'ai vendu la guinguette. Aujourd'hui, mon objectif, c'est plutôt de réduire la voilure et de profiter. D'accord. Et à ce moment-là, entre MC Box Event, la guinguette, les bases nautiques,
Comment tu arrives à gérer toute cette charge de travail qui doit être... J'ai des responsables. Des responsables un petit peu Sur partout. chaque business, les bases nautiques sont gérées par des responsables. Ma compagne qui s'occupe plutôt de cette partie. Mathieu et Hélène s'occupent de MC Box et moi je m'occupe plutôt du resto. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis séparé de ça. Et aujourd'hui, je reviens voir un peu ce qui se passe chez MC Box, mais j'ai pas repris ma place puisque aujourd'hui c'est géré par Mathieu et Hélène. Et ta compagne travaille avec toi du coup? Elle travaille plutôt seule. Oui, c'est notre société, mais ok. c'est elle qui gère. Ouais. Ok. Moi, je m'en occupe pas. Ok. Récemment, tu commences à travailler avec les World Surf League. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour l'entreprise? Ça m'a apporté aujourd'hui rien, pas grand-chose. Du stress, de la pression, parce que j'achète les licences, donc il faut que je trouve l'argent pour stabiliser le budget de l'événement. C'est pas facile aujourd'hui de trouver de l'argent. Ce que ça voilà, je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que moi, je fais de la logistique de partenaires de WSL. Donc, je voulais pas perdre les missions que j'avais pour mes clients. Donc, qui sont par exemple Carlsberg ou Caraïbos, ou j'ai pu le faire pour Oakley. Voilà, donc je fais de la mise en avant de produits, des activations sur les événements. Donc, sur le surf, j'en avais. Donc, si moi, j'avais pas racheté les licences ou créé les événements que je fais cette année, comme le Junior Pro, par exemple, j'aurais perdu de l'argent puisque plus rien ne se faisait et mes clients n'auraient pu être là. J'aurais perdu cette partie, en fait. D'accord. Il y a 2 périodes, on va dire, de crise durant ces dernières années, comme le Covid. Comment tu as géré le Covid avec ton entreprise, du coup? Le Covid, c'était une horreur. Première année, j'ai pas eu d'aide. Ok. 0 aide la première année. J'ai perdu 120 000 euros de ma trésorerie que j'avais mis 10 ans à faire. Donc, vous voyez, les gars, il faut... Aujourd'hui, je pense que la base, quand tu montes un business, c'est de faire l'écureuil. Le moindre centime gagné, c'est pas le dépenser. C'est le mettre de côté parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans les années qui arrivent. Et je l'ai vécu. Le Covid, ça m'a coûté environ 120 ou 130 000 euros pour pas que je licencie mes employés, pour pas que je ferme le dépôt. J'ai un dépôt à Rennes, j'ai un dépôt à Osgore, j'ai un dépôt à Annecy. Deuxième année, on a eu des aides, donc des petites aides. Ça m'a permis de survivre et de passer la crise. Ouais. Et est-ce que ça a touché ta vie personnelle, du coup? Ce moment où l'entreprise, du coup, marchait moins? Ou c'était seulement la trésorerie de l'entreprise? Non, c'était seulement la trésorerie de l'entreprise. Après, évidemment que ça touche ta vie personnelle parce que t'es pas bien, parce que... voilà, mais on n'a pas divorcé. C'est que ça va. Ouais. Récemment aussi, sur ce début d'année, il y a eu on peut appeler ça une crise, ce qui s'est passé sur le début de l'année par rapport aux circonstances qui s'est passé dans le monde. Il y a eu des différences de budget et tout ça. Est-ce que tu as ressenti quelque chose à ce moment-là au niveau de l'entreprise? Moi, la crise, j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement due à ce qui s'est passé en début d'année. Ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'on vit cette crise depuis quelques années. Okay. C'est général. Et ce qui s'est passé dernièrement, peut-être n'a rien arrangé. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile pour le français, c'est difficile pour l'entrepreneur. On est taxé, on est chargé. Et il faut vraiment être motivé pour monter sa société. D'accord. On va parler du coup un peu plus de la base de ce podcast qui est la communication. Parce que du coup, c'est le but en fait de notre entreprise. C'est une entreprise de communication et de marketing digital. Comment tu communiques, toi? Moi, je communique avec les réseaux sociaux. J'adhère à des magazines, j'adhère à des clubs. Par exemple, le CAP 40 pour tout ce qui est tourisme d'affaires, l'Office du tourisme d'Hossegor.
la région, enfin voilà, c'est de cette façon. J'utilise aussi en interne un community manager, voilà, les réseaux sociaux, tranquillement. Aujourd'hui, on n'a pas un énorme budget pour cette partie et j'espère qu'on va arriver à développer cette enveloppe pour faire appel à vous. Avec grand plaisir. Ah oui. Que signifie pour toi le succès? Eh bien, le succès, c'est de ne pas être en danger, en fait. Le succès, c'est d'avoir réussi quelque chose qui est stable, connu, respecté. Et est-ce que pour toi, faire de l'argent, c'était une motivation? Jamais. Jamais? Non. D'accord. C'était quoi tes principales motivations? C'était Avancer, m'en sortir. avancer et t'en sortir. Ouais. Mais être riche, non. Ça n'a jamais été ma motivation. Je réfléchis dans tout ce que j'ai fait. J'ai jamais réfléchi par rapport à l'argent. Jamais. D'accord. Est-ce que, avant un gros événement comme le Dakar aujourd'hui, tu as encore de l'appréhension? À chaque fois que j'ai une nouvelle mission, j'ai de chaque l'appréhension. Ouais. Avant chaque nouvelle mission? toi Ouais, bah, pendant que je donnais le départ, tous les matins, j'avais l'appréhension des premiers départs quand même, parce que tu te retrouves avec Peter Hansen, Sens, Carlos Sens qui est devant toi, Loeb. Moi, je donnais les départs à la seconde près. Donc, si je le faisais pas bien, ouais, il y avait de l'appréhension. Là, cette année, sur ma nouvelle mission, point GPS, se repérer sur un roadbook pour aller à un point GPS au milieu du désert, bah, y a de l'appréhension, mais heureusement j'étais avec un ancien pilote du Dakar, donc c'était voilà. Mais tu te demandes si tu vas y arriver. Donc des petites appréhensions, il y en a toujours. Après, ce genre d'appréhension, ça amène aussi des sensations. Est-ce que c'est des sensations que tu aimerais revivre, comme les départs du Paris-Dakar, etc.? Ouais, toutes les sensations de vivre une nouvelle aventure, j'ai envie de les revivre. Ouais. Après, moi, quand j'ai vécu plusieurs fois la chose, je m'ennuie. Ouais. Donc, moi, mon truc, c'est la création, la nouveauté, donc nouvelle sensation, nouvelle appréhension. Ouais, j'ai plutôt toujours envie de revivre ça, ouais. Et tu as eu des échecs déjà? Non. Non? Pas Non. tant que ça? Non. Ok. Non, j'ai pas... Non. Non, j'ai pas d'échec. Est-ce que tu as un événement qui a vraiment marqué ta vie? Le premier événement qui a marqué ma vie, c'est le Quick Pro France, évidemment. C'est un événement dingue. Après la découverte du Grand Prix de Monaco, quand même. Et puis après, bon, les X Games aussi, où j'ai travaillé pendant 2 ans sur les X Games à la montagne. C'était dingue. C'était vraiment un événement international. C'était de fou, quoi. À Tignes. Et puis aujourd'hui, bon, bah, l'événement vraiment qui me fait vibrer, c'est le Dakar. Mais en gardant à l'esprit toujours que je pense que dans 1 ou 2 ans, cette mission, j'en aurai marre, il faudra que je trouve une autre mission. D'accord. Mais j'ai déjà la prochaine mission en tête. Déjà? Oui. Tu peux pas en parler? Si, j'ai demandé à passer en Fox. Donc là, c'est un pick-up. Et tu pars sur l'accident secourir les pilotes. Principalement moto. Quand il n'y a pas de problème sur la vie du pilote, c'est-à-dire s'il y a une petite blessure, une chute, moto cassée, petite blessure, il est perdu. Moi, j'ai mon pick-up, je pars le chercher, au milieu des dunes et du désert, je cherche la moto, je cherche le pilote et je le ramène au bivouac. Mais je sais pas, enfin, il faut avoir une grosse expérience du pilotage dans le désert pour être accepté. Et voilà, petit à petit, j'espère y arriver. Okay. Super projet. Est-ce qu'il y a une personne sans qui tu ne serais pas là aujourd'hui? Oui, il y en a 2. Pierre Agnès qui m'a donné ma chance chez Quicksilver, qui a cru en moi et qui m'a donné la base de tout ça. Et puis après, Roland Calodi qui, lui, m'a donné l'opportunité de commencer cette société d'événementiel. Okay. Et qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui à un jeune, parce que tu disais tout à l'heure que tu leur donnais souvent des opportunités, un jeune qui a peur de se lancer aujourd'hui? Qu'il faut pas... il faut vraiment avoir des envies. Quand on a des envies fortes et profondes, il ne faut pas hésiter
à y aller parce que je pense que quand on est sérieux, motivé et passionné, on peut arriver à ses fins. D'accord. Est-ce que tu as une façon d'être pour être entrepreneur? Il y a des gens, par exemple, qui prennent, je vais donner un exemple, des douches froides. Est-ce que toi, tu as des habitudes? Est-ce que tu as un mode de vie que tu suis? Oui, la première, c'est de respecter les gens et ses clients. Et ce qui a fait la réussite d'AMC Box, c'est de faire toujours un peu plus que ce qu'on nous demande. Et pas un peu moins. C'est sûr. Ça fait toujours la différence. Est-ce que tu aimerais que tes enfants soient entrepreneurs plus tard? Moi, j'ai jamais eu d'objectif pour moi. Donc, mes enfants, ils feront ce qu'ils voudront. Et je leur mets absolument pas la pression avec ça. D'accord. Et une dernière question pour finir. Qu'est-ce que pour toi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est créer, gérer et se réaliser dans les choses où on se sent bien et qui nous rendent heureuses. Super. Merci beaucoup. Ouais, bah, écoute, merci. Avec plaisir, les gars. C'était super intéressant. Ouais. Donc, on voulait aussi te faire un cadeau. Merci, c'est sympa ça. Juste là. Je reviendrai. On Alors, te laisse ouvrir, c'est pas grand chose, mais c'est pour te remercier d'avoir participé à ce podcast. c'est un t-shirt de la boîte. Sûrement. Eh bien, parfait, je vais représenter, quoi. Merci, les gars. Avec grand plaisir. T'es le seul à l'avoir pour l'instant, celui-là. Ah, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. là. C'est l'officiel. Parfait. Merci, les gars. Avec plaisir. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode. Merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Il est aussi disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming. À bientôt. Au revoir.